Une famille qui avait tout pour être heureuse pendant des générations, mais leur histoire ne serait pas racontée ici si cela s'était passé ainsi. N'est-ce pas? Nous sommes sur une chaîne dans un épisode de faits divers. Ce qui attire l'attention dans cette affaire, ce sont aussi les nuances de la vie qui transforment l'amour, celui qui devrait au moins être naturel, inhérent à une fille pour son père, en une haine démesurée. Et une usure si intense ou des usures si intenses qu'il ne reste rien à part beaucoup de misère enveloppée dans des millions de dollars. Je suis Marcos Campos. Bienvenue à tous. Si vous aimez les histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like ou un commentaire, même un simple emoji, comme je le dis toujours. Si possible, rejoignez notre club de membres pour soutenir la production des épisodes. D'accord? Suivez-moi aussi sur les autres réseaux. Je suis Marcos Campos. Ainsi, vous serez toujours au courant et pourrez suivre toutes les nouveautés ici sur la chaîne. C'est tout, d'accord? Message transmis. Passons aux faits. Irina Lourdes Flair Beritella est née le 28 janvier 2002 dans la ville de Cordoba, en Argentine. Fille de l'architecte et homme d'affaires Reynaldo Flair et de Veronica Flair, Irina a eu une enfance très confortable et heureuse. Elle a étudié dans les meilleures écoles et avait accès à des sorties et à des choses que la plupart des enfants qui étudiaient avec elle, qui fréquentaient dans son cercle social, n'avaient pas. Mais qu'est-ce qu'il restait comme argent là-bas? Dans cette famille, il manquait parfois sur le plan émotionnel, qui était souvent négligé par toute la famille là-bas, qui n'était pas aussi unie qu'elle en avait l'air. Tout cela va vraiment résonner. Reynaldo et Véronique s'aimaient, c'était un couple heureux qui se respectait. Ils avaient quelque chose qui les faisait avancer ensemble, sans aucune dispute, sans aucune fissure. Mais on ne peut pas en dire autant de leurs proches qui ne s'entendaient pas très bien. Vous savez, une famille un peu divisée comme ça, la famille de l'épouse et celle du mari, les mères et les sœurs se toléraient à peine les uns les autres. Cette querelle-là, qui peut être courante dans beaucoup de familles, a même fini par se refléter chez Irina. Et depuis toute petite, elle avait un attachement beaucoup plus fort pour sa mère, bien plus fort que les liens qu'elle a finalement créés avec son père. Ce n'était pas non plus le cas avec les enfants du côté paternel, avec qui elle était moins proche que la famille maternelle. En revanche, elle adorait être en présence de ses tantes et de sa grand-mère maternelle. Irina recevait beaucoup d'affection de la part de ses femmes et elle a passé toute son enfance à être choyée par elles. Eh bien, à l'âge de 12 ans, Irina a donc connu très tôt le traumatisme de la mort. Pour la première fois, sa mère, Véronique, a fini par attraper un cancer agressif. Et en 2014, elle est décédée, laissant alors sa fille aux soins de son père. Et comme si ce n'était pas déjà assez tragique, sa grand-mère ainsi qu'une tante avec qui elle vivait sont également décédées à la même époque, pendant la même période. Là, à quelques mois d'écart seulement. Ce qui a ainsi provoqué un traumatisme vraiment lourd et compliqué. Beaucoup de souffrance pour Irina. Ce fut le début d'une période qui allait devenir de plus en plus difficile, psychologiquement parlant, pour Irina, qui n'a pas su gérer tout ce deuil d'un seul coup. La première année après les décès a été très difficile, mais le père et la fille ont essayé de se rapprocher. Et ils se sont soutenus, n'est-ce pas, pendant une courte période, là, en essayant de retrouver l'amour inhérent, n'est-ce pas? L'amour paternel et l'affection qui existait auparavant entre eux. Pendant la petite enfance, quand elle était enfant. Cependant, la perte d'une mère pour Irina et d'une épouse pour son père est devenue une blessure très profonde. Et bientôt, probablement parce qu'ils ne savaient pas comment gérer une telle tristesse, tous les deux ont connu des changements intenses de personnalité. Leurs émotions sont devenues confuses, je dirais. Et ce qui n'était qu'une gêne a été remplacé par une profonde douleur envers tout et tout le monde. Du jour au lendemain, Irina, surtout, s'est rendue compte qu'elle était seule. Son père était absent, il passait toute la journée à travailler, parlait peu avec elle et la laissait avec les domestiques. Tandis qu'à ses yeux, la famille de son père ne montrait aucune compassion pour sa situation. Peut-être parce qu'il n'aimait déjà pas beaucoup sa mère défunte. Reynaldo a recommencé à ramener des femmes chez lui et à sortir avec quelqu'un après un moment. Selon Irina, bien plus tôt qu'elle ne l'aurait imaginé. Certaines de ces relations étaient même avec des personnes connues
dans son cercle de collègues, surtout du côté de sa mère. Malgré la révolte que cela a pu provoquer, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'une des aventures de son père a fini par avoir un effet positif pour elle. En manque d'attention, surtout de discussion avec une figure féminine, Irina avait tendance à respecter et même à obéir. Je dirais à se livrer davantage aux femmes qu'à son propre père. L'une de ces femmes, d'ailleurs, s'appelait Claudia, et elle a eu une relation durable avec Reynaldo. Irina semblait voir en elle l'opportunité d'avoir, entre guillemets, une nouvelle mère. Et les gars, tous ces détails sont très importants dans la construction de cet homicide, d'accord? Parce qu'ici, on a un père qui avait une très bonne vie, privilégiée sur le plan financier, n'est-ce pas? C'est un gars qui a apparemment beaucoup travaillé pour obtenir tout ça, rien ne lui est venu facilement. Donc il devait, tu vois, vraiment bosser dur, non? Pour pouvoir offrir une bonne vie. Pour Irina, qui, jusqu'à ce moment-là, même si on disait qu'elle voulait juste son amour, dans un instant, vous verrez que non, n'est-ce pas? Ce n'est pas si simple que ça. Bien sûr, il y a de nombreuses couches émotionnelles et psychologiques là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit que cette affaire est très complexe. Alors, allons-y, faites attention à chaque détail. Très bien. Alors qu'Irina était mal élevée, je dirais, tout comme son père, elle baissait la tête devant l'autorité féminine et tenait à faire plaisir pour être appréciée en retour. Elle a pris la place d'une fille adoptive étouffante. Très jeune encore, elle avait l'habitude de considérer les objets et les personnes comme sa propriété. Et le résultat de cela, bien sûr, a été un conflit insoutenable avec les enfants de Claudia, la petite amie de son père. Ces enfants-là ont commencé à être jaloux d'Irina. Mais plus que cela, ils voyaient que leur espace était envahi de force par une fille intrusive. Le résultat de cette pression émotionnelle a été qu'inévitablement, le couple Reynaldo et Claudia se sont séparés. Déjà à cette époque, Irina se victimisait et manipulait les personnes autour d'elle, utilisant l'affection comme un piège auquel tout le monde cédait. Il finissait par faire exactement ce qu'elle voulait, en présumant une innocence, une souffrance, un grand bouleversement émotionnel à cause de tout ce qui s'était passé dans sa vie. Et personne n'a soupçonné que cela pouvait être un trouble, quelque chose de plus sérieux, qui nécessitait un traitement. Et c'est justement ce trait qui passe inaperçu pour la plupart des personnes qui prennent en charge l'éducation d'Irina Reynaldo, par exemple. Le père avait une attitude très douce après tout cela. Et il se sentait coupable de ne pas réussir à remédier, disons, à la mort de Véronique. Alors, il évitait de discuter avec Irina ou d'agir avec la moindre fermeté devant elle. Et jusqu'à ce moment, ici, on peut déjà percevoir plusieurs nuances. C'est là qu'elles commencent à se construire. C'est une vraie bombe à retardement, non? Ce père qui obéit à tout, vous ne trouvez pas? Dans un comportement plus de confrontation de Irina, il baisse la tête, je ne sais pas, pour ne pas blesser. Il y a même une bonne intention là-dedans, mais si tu lâches la bride, il va arriver un moment où reprendre le contrôle sera difficile. Le père essayait d'éduquer sa fille avec beaucoup d'affection, mais plus que cela, il était aussi permissif et compréhensif que possible, même quand elle avait tort. Et c'est là le point que je viens de mentionner qui est dangereux. Je vais vous raconter ça ici. D'ailleurs, ça donne des frissons, ça commence à mal tourner, c'est ça. Eh bien, toujours en ressentant, toujours l'absence de sa mère, Irina s'est alors tournée vers la meilleure amie de sa mère, Véronique, une personne qui arrivait à accéder à Irina comme une figure maternelle. Vous voyez, Irina, elle se tournait vers elle pour parler d'intimité, de sujets de femmes, vous savez, échanger des confidences, discuter. Mais il faut rappeler qu'Irina était encore une adolescente, les gars. Mais Reynaldo a fini par s'éloigner de l'ami de sa femme, ce qui a contribué à l'isolement émotionnel d'Irina. En devant vivre seule avec Reynaldo, Irina a commencé à montrer des signes de mauvais comportement. Elle a d'abord commencé à communiquer plus grossièrement avec son père. Elle s'est mise à crier, à répondre de façon insolente. Tu sais, elle a même commencé à utiliser des insultes explicites, comme ça, sans même s'en soucier. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, ce qui n'était qu'oral, je dirais, ses agressions verbales ont commencé à devenir aussi physiques. Ça a commencé par des gestes, tu vois? Irina cassait des objets à la maison, elle agissait avec arrogance envers son père, elle faisait pareil avec les autres personnes présentes, elle disait des horreurs, des choses vraiment terribles,
comme qu'elle aurait préféré que son père soit mort à la place de sa mère. Irina disparaissait parfois, quittant la maison soudainement et revenant 2 ou 3 jours plus tard. Et tout cela qui se passait dans sa maison a aussi commencé à se produire à l'extérieur, dans les lieux publics, surtout à l'école. Irina avait déjà ses 15 ans en pleine adolescence et elle a commencé à boire. Elle séchait les cours, ne rendait pas ses devoirs, avait de mauvais résultats scolaires, jusqu'à abandonner complètement le lycée. Comme si cela ne suffisait pas, elle a développé une kleptomanie, allant jusqu'à voler de l'argent et des objets à tous, connus ou non. Il suffisait d'une occasion, et on ne sait pas vraiment comment Reynaldo gérait tout ça qui arrivait à sa fille, Ali. À l'intérieur de la maison, on ne peut pas savoir. Ce que l'on sait, ce sont les témoignages, tout ce qui a été rapporté, ce qui se passait vraiment. C'est une énigme, mais d'après tout ce qui va encore se passer, il semble que les reines étaient encore légèrement lâches. D'accord ? C'est pourquoi, d'ailleurs, certains amis et membres de la famille ont été stupéfaits de constater son manque d'éducation et la passivité du père, qui ne la corrigeait pas, n'élevait même pas la voix pour confronter sa fille. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne la frappait jamais, comme n'importe quel autre père le ferait, n'est-ce pas ? Quelques bonnes fessées ou ici, un coup de sandale. Je ne sais pas si c'est comme ça en Argentine, n'est-ce pas ? Une Havaiana qui vole. Reynaldo a simplement répondu qu'il préférait se couper les mains plutôt que de toucher sa fille. Ne me jugez pas, d'accord, les amis ? C'est juste une blague. Mais pour Irina, cette attention ne signifiait rien. Elle ne voyait pas là une attitude de son père, soucieux de son éducation. Je voulais lui dire « je suis là, ma fille, restons ensemble, retrouvons notre enfance, soyons heureux ». Non, elle ne voyait pas ça. Peut-être voulait-elle juste une limite ? Difficile à dire. Eh bien, petit à petit, la connexion entre eux se dissolvait plus que jamais. Et tout ce qui était bon, les petits surnoms, tu sais, ces petites choses affectueuses qu'on fait en famille, tout cela n'a été oublié. Ils se sont éloignés, les moments partagés sont devenus rares, n'est-ce pas ? En compagnie, un repas, manger ensemble à table, discuter, rien de tout cela. La situation s'est détériorée, chacun de son côté. Mais au fil des années, même avec des difficultés, Reynaldo a continué d'essayer de se rapprocher de sa fille. Tu sais, ils sont même venus au Brésil pour faire un voyage touristique ici. Cependant, la paix avait une date d'expiration. L'adolescente demeurait agressive et incontrôlable, sans traitement ni soutien. De plus en plus, elle se transformait en une femme dépourvue de caractère et de valeurs qui croyait vraiment pouvoir faire ce qu'elle voulait et qu'elle resterait impunie. Au fur et à mesure que de nouvelles complexités apparaissaient avec la croissance, d'autres versions inquiétantes d'Irina commençaient à émerger, avec de nouveaux comportements encore plus perturbants. Je dirais que lorsqu'elle avait déjà 16 ans, elle a pris conscience de sa fortune. Elle a alors ouvert davantage les yeux sur tout ce qui se passait, surtout en ce qui concerne les discussions liées aux intérêts matériels. Ensemble, Reynaldo et Véronique, pour faire une petite parenthèse dans l'histoire, dans la chronologie, le couple, Reynaldo et Véronique, ont construit un patrimoine de plusieurs millions. Les gars avaient une belle vie, comme je l'ai dit, des biens immobiliers en location, une entreprise de distribution de matériel de quincaillerie, des magasins et des entrepôts. Et ce n'était pas tout. Les parents de Véronique avaient aussi au moins 7 propriétés transférées au nom de leur fille. Toutes étaient gérées à ce moment-là par Reynaldo, qui d'ailleurs recevait les loyers et s'occupait du patrimoine. À sa mort, Véronique a légué une partie de ses biens et son argent à sa seule héritière. Dès sa majorité, au moins 50% du total. Mais Irina est devenue insistante pour avoir accès à l'héritage avant la date prévue, ce qui angoissait Reynaldo qui pensait que sa fille serait incapable de gérer Irina. Elle interrogeait les amis de la famille avec des questions sur les successions, comme si elle cherchait à éclaircir un doute concernant ce qu'elle avait comme héritage. Elle a repris contact avec Karina Caruso, cette amie de sa mère, à qui elle disait que son père lui refusait de l'argent et des produits de première nécessité. Ce qui, bien sûr, était faux. Mais Karina a fini par croire à cette histoire de la jeune fille et a commencé à s'impliquer dans l'affaire en aidant Irina avec des conseils et des informations. Se retrouver entre les deux, en inventant tout un tas de mensonges, a fini par enterrer définitivement l'amitié de près de 20 ans qui existait là entre Reynaldo et Karina, la femme décédée de Reynaldo. Et Reynaldo,
Les gens ont commencé à détester Karina, croyant qu'elle empirait les mauvaises notions d'Irina sur l'argent. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point prendre conscience de ce qu'elle avait a ensuite nui à sa vision. Elle a commencé à lancer de graves accusations, notamment que son père lui prenait ce qui lui revenait de droit. Vous vous souvenez que j'ai mentionné au début de cet épisode les différentes nuances de cette affaire, n'est-ce pas? Son père se démenait pour lui offrir le meilleur. Racontée ainsi, on dirait qu'elle s'en fiche. Mais on dirait que maintenant, à 16 ans, elle commence déjà à s'intéresser à tout ça, n'est-ce pas? Hein? Ici, il s'agit des questions émotionnelles, d'amour et d'affection. Mais juste l'argent. Papa, on va en vouloir, non? Pourquoi est-ce que je laisserai tomber? Après tout, c'est à moi de droit. Eh bien, Reynaldo ne cédait pas à cette pression-là. Et encore une fois, une dispute pratiquement interminable et humiliante commençait là, où le père était placé dans une position presque comme un escroc, qui profitait de ce qui ne lui appartenait pas. Ici, une parenthèse s'impose. Bon les gars, les propriétés des grands-parents d'Irina sont passées à sa mère, aujourd'hui décédée, qui les aurait léguées à sa fille, après qu'elle ait atteint la majorité. Donc c'était sous l'administration de Reynaldo, son père. Tu te souviens qu'elle avait encore 16 ans? Tout était conforme à la loi, rien d'anormal. Eh bien, petit à petit, Irina est passée d'une jeune fille rebelle et difficile à une personne véritablement cruelle. Ses actes n'étaient déjà plus seulement irrespectueux, abusifs. Tout a commencé lorsqu'elle a pris des ciseaux et coupé presque tous les vêtements de son père. À une autre occasion, elle a jeté les cendres de son grand-père qui était gardé à la maison dans les toilettes. Ces objets de valeur disparaissaient, finissaient à la poubelle ou étaient délibérément endommagés. Chaque jour se résumait à traverser l'enfer, peu importe la raison. Les disputes prenaient des proportions très graves, au point que Reynaldo, presque sexagénaire, se sentait faible, cessait de manger ou de réagir. Une fois, il a entendu Irina lui dire qu'elle le tuerait à coups de couteau pendant qu'il dormirait. Par peur, il a dormi dans la voiture ce jour-là. Un jour, Reynaldo a trouvé ses 2 petits chiens morts. Et à ce moment-là, il était tellement choqué et bouleversé par tout ce qui se passait qu'il en est devenu à penser que la mort des chiens pouvait être la faute de sa fille, Irina. Il a alors commencé à dire à sa sœur et à sa mère que la situation était très préoccupante. Et les 2 femmes ont insisté pour qu'il porte plainte contre sa fille, mais il refusait, espérant que tout s'arrangerait à l'avenir. Mais les choses ne s'amélioraient jamais, même lorsqu'Irina a commencé une relation amoureuse. Et là même pas. Je pense que ça a vraiment été le déclencheur du malheur. À 17 ans, Irina a commencé à sortir avec un gars appelé Leandro Moscarello, qui avait 7 ans de plus qu'elle. Évidemment qu'avec cette attitude-là, elle ne pouvait pas attirer quelqu'un de très bien, n'est-ce pas? Le gaz était plutôt bizarre, Leandro n'avait pas vraiment de profession fixe, tu sais. Il enchaînait des petits boulots avec son père et ses frères, sans revenu fixe, et étudiait la musique pendant ses loisirs. Et ces gars critiquaient les musiciens, non? C'est lamentable ce gars-là, en plus de tout le reste, les gars. Il était encore marié légalement, avec une femme dont il était déjà séparé, non? Séparation de corps, et il avait eu une fille avec cette femme-là. Bien sûr, face à tout ça, n'est-ce pas, Reynaldo désapprouvait cette relation-là. Il détestait l'attitude de Leandro, qu'il connaissait déjà, et lui a même interdit d'entrer chez lui. Et c'est à cette période que les choses deviennent vraiment intenables, tu sais? Plus tendues entre le père et la fille, avec des disputes bien pires à cause de cette relation. Leandro n'était pas non plus respectueux envers Reynaldo et même le défiait chez lui, tu vois. Il manquait de respect et entrait parfois discrètement chez Reynaldo sans permission. C'était le début de 2020, dans le contexte de la pandémie. Et malgré cela, Leandro contournait les règles et apparaissait soudainement chez sa petite amie. Oui, on dirait un empilement de cartes, n'est-ce que pas? Il suffirait d'un petit souffle pour que tout s'effondre. À la maison, la routine était agitée, stressante. Reynaldo n'avait plus de paix, n'est-ce pas? Là-bas, il affrontait les paroles négatives de sa fille et les regards effrayants de Leandro. Le souci, c'est que la présence du jeune homme était gênante, car Leandro avait en réalité un air un peu louche. Tu vois, du genre brut. Et ça faisait peur à Reynaldo, qui devait faire attention à chaque pas pour ne pas déranger le petit couple.
D'après les témoignages, Irina et lui ont eu des relations intimes. Même avec son père dans la chambre d'à côté, il faisait du bruit exprès pour que le père entende, pour le provoquer, tu vois. Dans ce contexte, le pire est arrivé. Irina est tombée enceinte. Ce serait peut-être la dernière chance d'une réconciliation, d'une union. Après tout temps, les gars, un bébé apporte la paix, non? L'arrivée d'un bébé? Malgré toutes les inquiétudes, tout le travail que cela demande, en même temps, c'est comme une source de réconfort, tu sais. Il arrive une lumière comme ça qui calme les poussières, les choses non résolues, les tableaux de travers, tout s'arrange. Mais cette fois, le truc était féroce, d'accord? Et ça ne s'est pas passé comme vous l'imaginez. La grossesse d'Irina a laissé Reynaldo indigné, bouleversé. Le drame s'est intensifié. La maison ne semblait même plus être un endroit sûr. Sous le stress et la peur constante, Reynaldo a commencé à dormir les portes verrouillées et les clés de la voiture sous l'oreiller. Parfois, il rêvait qu'il serait tué à coups de bâton par le couple qui le menaçait au moindre signe d'agacement. C'est comme Susanina Capeta, vraiment. Le contexte de quarantaine forcée transformait la situation chaotique en une véritable cocotte minute. Une nouvelle confusion a éclaté là, lors d'un incident impliquant de nouvelles menaces. Et Reynaldo a dû appeler la police parce qu'il ne supportait plus de demander à Leandro de quitter sa maison, voyant la situation de violence domestique qui se créait là. Les autorités ont suggéré que tous deux quittent la résidence, même Reynaldo, car il était enceinte. Cependant, selon la loi, les sources argentines disent qu'Irina devait rester dans le logement. Le père a fini par accepter cette recommandation. Et il a déménagé dans une maison qui se trouvait là, dans la même rue, et cette maison appartenait soi-disant à son ex-belle-mère, la mère de Véronique. Et cette maison était un peu abandonnée, mais il s'est débrouillé pour pouvoir y habiter. Alors, Reynaldo est parti sans rien emporter. Il est parti seulement avec les vêtements qu'il portait. N'ayant pas accepté immédiatement la grossesse de sa fille, la rancœur entre eux a resurgi et ils sont restés sans se parler un moment. Quand il a dû retourner chez lui pour récupérer ses affaires de travail et ses effets personnels, là, Reynaldo a trouvé les serrures de sa maison changées. Il n'a pas réussi à entrer chez lui. On a fini par découvrir que Leandro s'était déjà définitivement installé chez lui. Quelle déception pour ce père, n'est-ce pas, les gars? Malheureusement, elle a fauté, bien sûr. C'est vrai. On ne lui donnerait pas une bonne réprimande à cette fille, hein? Tenir les rênes, couper les ailes dans l'œuf avant que le monstre n'apparaisse. Prenne de la force, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est devenu ce monstre. Reynaldo a été empêché d'entrer plusieurs fois chez lui. Il demandait, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, à cause de son travail, de ses livres et documents, il n'obtenait rien. Et cette situation a fait qu'il a finalement fait appel à l'avocat pour définir le partage des biens. Et en même temps, Irina a fait la même chose. Elle avait déjà 18 ans à ce moment-là. Voilà les faits, d'accord? Elle ne voulait plus attendre un seul jour de plus pour avoir accès à la totalité de son héritage. Comme la fortune dépassait 1 million de dollars, Irina a refusé le premier accord qui ne lui offrait que 2 biens immobiliers. Quelques mois plus tard, déjà en 2021, grâce à un nouveau contrat, elle a réussi à obtenir la moitié de ce qui lui revenait légalement, laissé par sa mère. N'est-ce pas? Parmi les biens, il y avait des magasins et une somme d'argent. Elle a alors vécu des revenus de ses actifs. Tout ce processus a été lent, bureaucratique et surtout stressant, mais Irina et Reynaldo sont parvenus à une résolution à l'amiable. Bonne même, je dirais, pour les deux. Après tout, il semble qu'ils aient calmé les choses. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Voilà, c'est tout, non? Reynaldo se sentait plus libre, s'étant libéré d'un poids et prêt à recommencer sa vie. S'étant débarrassé du fardeau et des soucis financiers, ainsi que du risque qu'il courait avec ce couple infernal, n'est-ce pas? Reynaldo, donc, après cela, a officialisé sa relation avec une femme appelée Myriam, et même si Irina ne l'aimait pas. Et s'il n'avait pas été vigilant, tout semblait relativement normal. Pendant une brève période, on a même cru que le pire était vraiment derrière nous. Mais ne vous y trompez pas, c'était la fin. Leandro pouvait paraître n'être qu'un grand gamin, tu vois, un peu à côté de la plaque, mais il était vraiment malin, tu sais. Ambitieux, avide, il avait assez d'intimité pour savoir d'où il venait. Et tout cet argent d'Irina, il y en avait encore plus, non? Qui n'était pas encore en sa possession. Il voulait s'en sortir sans avoir à travailler et il avait les yeux rivés sur ce qui serait désormais l'héritage de sa fille. Avec Irina, un vrai incapable, non? Et au début de 2021, Irina a finalement donné naissance à Mia Francesca.
Certaines de ses affaires sont restées sous la garde de Leandro lorsqu'elle s'est consacrée exclusivement à boire. Il y avait les biens, l'argent de la compagne et les actes de Leandro. Le garce a lancé une nouvelle affaire avec les frères, si vous voyez ce que je veux dire. Et au lieu d'aider sa femme en postpartum, ce bon à rien a commencé à maltraiter Irina. Il était violent presque tous les week-ends. Il passait du temps avec ses amis, les invitait chez eux et se saoulait. Autrement dit, les gars, Zedroginia va tout dépenser et il sera encore agressif avec l'ingrate. C'est comme une graine du mal qui a été plantée, a germé, et maintenant porte ses fruits, n'est-ce pas? Reynaldo parlait peu avec sa fille, mais il désirait vraiment connaître sa petite fille. Cependant, Irina et Leandro n'ont jamais permis une visite, ils n'invitaient même pas le grand-père. Il envoyait des messages et des cadeaux, mais cela ne servait pas à grand-chose. Il a essayé d'aller de l'avant et à ce stade, il n'y avait plus rien à faire. Mais de temps en temps, il insistait pour au moins voir le visage de Francesca, même si ce n'était qu'en photo. Vers la mi-juillet, Reynaldo, qui avait déjà 61 ans, s'est fiancé avec Myriam, décidant ainsi qu'il allait se remarier. Les bonnes surprises ont continué. Quelque temps plus tard, le 23 décembre, Irina a écrit à son père pour lui proposer une réconciliation et lui permettre de rencontrer enfin sa petite fille. Reynaldo était ravi. Alors, qu'a-t-il fait? Comme un bon grand-père, il est allé au centre commercial, a acheté plein de cadeaux pour sa petite fille et il était impatient de pouvoir les lui apporter. Et c'est ce qui s'est passé. Le 25, dans cette ambiance fraternelle de Noël, Reynaldo est allé à l'ancienne maison, sa maison qui lui avait été prise, pour rencontrer sa petite fille. Il est allé avec les cadeaux. En arrivant, Irina a ouvert la porte et Reynaldo était avec Myriam, sa future épouse. Irina n'a même pas invité son père à entrer, peut-être à cause de la présence de Myriam. Elle a dit que Francesca dormait, qu'il ne pouvait pas la rencontrer maintenant. Bien sûr, Reynaldo était très triste, frustré, mais comme il le faisait toujours, il a évité le conflit et en a profité pour annoncer à sa fille qu'il allait se marier avec Myriam. Et ici, les gars, c'est peut-être aussi l'un des déclencheurs de cet homicide. On ne saura jamais, parce que personne n'en a parlé, personne n'a avoué. Mais le fait que le père ait dit ça à Irina et à son petit ami. Ce type, son mari, je ne sais pas ce qu'il était, ça a dû éveiller chez lui une avidité incontrôlable. Et elle a dit comme ça, non, non, tu ne vas pas te marier avec elle. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas savoir si ça taille. Était le déclencheur ou si ça existait déjà. Le plan que je vais vous raconter tout de suite. Mais cette nuit-là, Reynaldo peut-être, évidemment avec les meilleures intentions, a malheureusement signé sa propre sentence. Le 28 décembre, vers 22h, Reynaldo a été abordé par deux hommes armés devant chez lui. Ils l'ont forcé à entrer discrètement, puis l'ont attaché à une chaise, bras et bouche liés avec du ruban adhésif. Ils ont mis la télévision à fond, puis tiré 2 coups de feu à bout portant, touchant le visage et la gorge. Et Reynaldo est mort sur le coup. Le matin du 29 décembre, Daniela, une sœur de Reynaldo, s'est réveillée inquiète parce que la veille au soir, elle avait appelé plusieurs fois, envoyé des messages, mais il ne répondait pas. Reynaldo ne répondait pas. Elle a appelé la police pour une vérification de bien-être et s'est rendue directement chez son frère, arrivant en même temps que les autorités. Les enquêteurs ont demandé à quelqu'un de les accompagner à l'intérieur de la maison. Les premiers signes que quelque chose n'allait vraiment pas sont apparus dès la porte, qui était déjà cassée. Le bruit fort de la télévision était également alarmant. Lorsqu'ils sont entrés dans le salon, le corps de Reynaldo était au sol, dans une mare de sang, et ils ont immédiatement constaté qu'il était sans vie. Pour les détectives, ce n'était que le début d'une enquête où tout était possible, comme par exemple un vol suivi de meurtre. Mais pour la famille Flair, il ne faisait aucun doute que ce n'était pas un crime au hasard. Non, c'était un assassinat cruel, commandité. Leurs pensées ont été transmises à la police, et malgré cela, il fallait encore rassembler des preuves, des éléments. Curieusement, Irina, qui vivait en face, n'est même pas sortie de chez elle. Quand elle a vu toute cette agitation de curieux, elle n'a même pas regardé. Les policiers ont cherché Irina pour l'informer des faits et lui ont parlé sur place. Selon les dires, elle est restée silencieuse et sans expression. Dans les jours suivants, elle a continué sa routine comme si de rien n'était. Elle est même allée rendre visite à Karina, son amie, et agissait comme si son père était parti en voyage, je ne sais pas. Ce n'était pas comme s'il avait été assassiné cruellement.
En une semaine, elle avait déjà contacté son avocat pour régler des questions d'argent. Et oui, tout allait lui revenir désormais, l'héritage. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait avec la collecte de témoignages, l'analyse des caméras de surveillance et l'expertise. Peu à peu, l'idée d'un simple vol s'est affaiblie, puisque rien de valeur n'avait été emporté de la maison. Alors que l'hypothèse d'homicide gagnait en force, le travail minutieux de la police s'est déroulé sur deux fronts, la technologie et le terrain. D'abord, grâce aux caméras, deux hommes ont été identifiés, Samuel Moscarello, le frère de Leandro, et un homme nommé David Soares. Ils ont également observé qu'il y avait une Ford Ka noire qui aurait participé à l'action. Ils ont vérifié les caméras dans les rues ainsi que dans les établissements à proximité. De même que devant la maison d'Irina, où ils ont vu la même Ford Ka, garée dans la nuit du 20 au 28. La voiture appartenait à un homme appelé David Sylvestre, ami de Leandro Moscarello. Après avoir tracé les lignes téléphoniques, ils ont capté le signal des téléphones portables des trois hommes dans ce périmètre précis du quartier, pendant la période estimée du meurtre. En obtenant un accès interne au téléphone portable grâce à la levée du secret, la police a également découvert un réseau d'achat et de vente d'armes géré par ces personnes impliquées. Et parmi les derniers achats, il y avait un revolver calibre 22 qui était du même calibre que celui qui a ôté la vie de Reynaldo. Il a aussi été constaté qu'une réunion a eu lieu ce jour-là, dans un entrepôt de la famille Flair. Des vidéos montrent notamment Irina et d'autres entrant et sortant des lieux avec un sac à dos quelques heures avant l'assassinat. Tous les suspects ont été identifiés grâce aux vidéos et par la suite par l'observation de leurs habitudes, ainsi que par la relation étroite qu'il entretenait avec le couple avec qui il vivait. Les gars, pour faire simple, c'est un petit groupe qui s'est réuni pour faire le mal, d'accord ? Début février 2022, un mois après le crime, tous ont été inculpés et arrêtés pour suspicion de meurtre. Ils ont clairement nié leur implication, mais les nombreuses preuves ne laissaient aucun doute. La police a conclu l'affaire comme un homicide triplement qualifié, orchestré par Irina et Leandro et exécuté par Samuel et David Soares. Avec l'aide de cet autre David, David Sylvestre. La motivation serait d'avoir un contrôle total sur l'héritage, en empêchant le père de se remarier, ce qui pourrait impliquer un partage des biens avec des tiers. Le massacre, alors, de l'opinion publique est retombé sur Irina dans tout le pays. Afin de se défendre, elle a accepté de donner des interviews aux journaux, où elle a nié toute l'histoire, y compris le fait que sa relation était mauvaise. Dans une contradiction de sa déposition, elle a affirmé que son père était froid et qu'elle était maltraitée. Elle était battue tous les jours et a même été brûlée avec de l'eau chaude, ce qui expliquait sa relation tumultueuse avec lui. Mais cela n'a jamais été prouvé. Lors de son évaluation psychologique, de légers traits psychopathiques et une mythomanie pathologique, poussant à mentir excessivement, ont été détectés. Avant de se sentir acculée, Irina refusait de blâmer son partenaire. Ensuite, elle a commencé à affirmer avec véhémence qu'elle croyait qu'il avait tout planifié seul avec ses complices du mal. Voilà, c'est toujours la même histoire, n'est-ce pas ? Quand l'eau froide commence à toucher les petites fesses, là tout s'effondre, n'est-ce pas ? L'amour s'en va, la passion s'en va, la complicité, le pacte, peu importe ce que c'est, il ne reste rien d'autre que l'envie, bien sûr, de s'en sortir. Eh bien, le 20 septembre 2024, le procès de ce groupe a commencé et elle a été soumis à un jury populaire. La séance a duré des heures, plus de 20 personnes ont été entendues. Et dans un retournement de situation, David Soares, ainsi que Sylvestre et Samuel, ont décidé de témoigner. Les trois ont avoué le crime, mais dans la dernière minute, ils ont affirmé que tout était un accident, que leur seul objectif était de commettre un vol. Et Reynaldo aurait réagi. Bien sûr, un accident avec ses jambes attachées, du ruban sur la bouche, une balle dans le visage et une autre dans le cou. Ah, c'est vraiment de la crapulerie et une extrême stupidité, n'est-ce pas ? On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils essayaient d'innocenter, de couvrir Irina et Leandro, perturber le procès, semer la confusion parmi les jurés et tenter d'obtenir une peine réduite. Mais bien sûr, cette tactique stupide n'a pas fonctionné, n'est-ce pas ? Les informations semblaient contradictoires et inventées. En dehors de ça, ils ne savaient même pas expliquer pourquoi ils n'avaient rien emporté de la maison, si le plan était un cambriolage, un vol, n'est-ce pas ? Aucun argent, carte, portable ou objet de valeur. Le verdict a reconnu tous les accusés coupables. Irina et Leandro ont été condamnés pour homicide quadruple qualifié et trahison envers la victime, recevant la peine maximale.
la perpétuité. David Suarez et Samuel ont été condamnés à la perpétuité pour triple homicide qualifié, association de malfaiteurs et trahison envers la victime. David Sylvestre, le conducteur, a été condamné comme complice d'homicide et pour participation secondaire, écopant de 13 ans de prison. Et la fille d'Irina est aujourd'hui sous la garde de Karina Caruso, l'amie qui a fini par obtenir la garde provisoire de la fillette. Et l'enfant est finalement devenue la seule héritière de la famille. Flair va hériter de beaucoup de choses, c'est vrai, sauf de l'amour qui devrait être naturel dans une famille, hein, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, les gars, cette mise en scène n'était pas un meurtre. Comment une relation entre un père et sa fille peut-elle se dégrader à ce point, n'est-ce pas? Beaucoup de facteurs, t'as bien sûr beaucoup de couches, de nuances, des choses pas trop complexes, mais